Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat. Depuis quelques semaines, l'opération Marhaba 2026 a été lancée au Maroc. Il s'agit de ce dispositif pour faciliter le retour au pays pendant les vacances de millions de Marocains résidant à l'étranger. L'occasion de s'intéresser justement à la contribution économique des expatriés africains dans leur pays. Comment évoluent leurs investissements? Quelles initiatives publiques et privées pour renforcer leur contribution économique? Nous allons parler de tout cela avec nos deux invités. Il s'agit de Guek Beyet, il est DG du cabinet Axis Coach et président de l'association Banque de Solidarité. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Guek Beyet. Bonjour mon cher ami Omari. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous parlez à Casablanca, à l'instar de notre deuxième invité, à savoir Baudelaire Koné. Baudelaire Koné est aussi entrepreneur et PDG donc d'une entreprise qui s'appelle Bereshit Group. Merci à vous, M. Koné, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Baldé, de me faire participer à cette émission. Et bonjour à tous et bonjour à l'auditoire. En tout cas, soyez les bienvenus. Avec vous, comme je le disais, nous allons évoquer pas mal de points, à savoir les investissements des diasporas africaines dans leur propre pays, leur contribution économique. Et je commence d'abord par Guek Beyet. Et je rappelle que vous êtes acteur associatif, président de la banque, de l'association Banque de Solidarité. Alors, justement, aujourd'hui, on a vu l'opération Marhaba qui a été lancée au Maroc. Qu'est-ce que cela vous inspire de façon générale en termes de gestion de la diaspora africaine? Merci beaucoup. Je sais que ça fait des années que l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour nous qui sommes de la diaspora ici au Maroc, ça nous inspire beaucoup et beaucoup de choses parce que ça emmène des capitaux, ça emmène des liens aussi familiales et ça permet aux Marocains de l'étranger d'être en contact permanent avec la racine qui est leur pays d'origine. Donc pour nous qui sommes au Maroc, ça nous inspire aussi de pouvoir créer ce dynamique, créer ces liens avec nos pays d'origine, de ne pas abandonner. Vous savez, quand nos frères marocains, quand ils viennent chez eux, l'économie aussi, l'économie augmente. Un chiffre d'affaires qui énormément que ce Urbain apporte au niveau du Maroc. Donc, ça nous inspire énormément et nous voulons aussi avoir ces initiatives et monter des projets pareils avec nos gouvernements, avec nos ambassades, avec les différents pays. Il y a une forte communauté subsaharienne étrangère au Maroc. Donc, ça nous inspire énormément. En tout cas, on aura l'occasion bien évidemment d'évoquer le cas de ces ressortissants subsahariens au Maroc, notamment sur le plan économique. Baudelaire Koné, vous aussi, par rapport à cette opération Marhaba et en termes de modèle que cela peut être pour le continent? Déjà, je vais aller dans le même sens un peu que le président Guek Beyet. Alors, je vais déjà remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI parce que là, pour moi, aujourd'hui, il est MRE, les Marocains résidant en Europe. Il faut dire que c'est vraiment un modèle de référence mondiale, que Sa Majesté, c'est une véritable institution qu'il a intégrée au sein du royaume. Donc, cela prouve effectivement qu'aujourd'hui, ces personnes en dehors du pays peuvent être productives, d'accord, dans leur pays de naissance, dans leur pays où ils sont franchement résidents. Et aussi, ils peuvent créer un excellent lobbying de réseautage. D'accord? Bref, pour moi, déjà partant de ces deux points, je peux saluer déjà cette institution qui intègre un business model africain que nous devons copier pour nous tous et que pour tout Africain, voilà, résidant déjà sur le sol marocain ou résidant dans son propre pays. En tout cas, on parlera de tous ces points, justement de cette opération Marhaba et de la manière dont c'est organisé. Je vous propose de suivre ce sujet préparé par la rédaction et signé Dina Mourini. Le grand retour estival des Marocains du monde est lancé. Dès leur arrivée au port de Nador Bni Ansar, passagers et véhicules ont été pris en charge par les différents services mobilisés pour cette opération de grande envergure, destinée à accompagner le retour des MRE.
Sur le terrain, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, les autorités portuaires et douanières et les services de sécurité œuvrent en étroite coordination pour fluidifier les formalités et garantir les meilleures conditions d'accueil. Le port de Nador Ben Nsar a accueilli jeudi 675 Marocains du monde lors de la 3e traversée dans le cadre de l'opération Marhaba 2026. L'importance de l'opération Marhaba consiste principalement à fournir différentes formes d'assistance sociale, de conseil et d'orientation, ainsi qu'à faciliter les procédures et les démarches au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, en mobilisant des équipes administratives, médicales et paramédicales qualifiées, travaillant en étroite coordination avec les différentes autorités et services concernés, ainsi que les divers intervenants au port de Ben Nsar et dans les autres points d'accueil au niveau de la région de l'Oriental. Les interventions de la Fondation incluent aussi les points d'accueil à la porte de Mlilia, ainsi qu'à l'aéroport international d'Oujda-Ngad et l'aéroport de Nador El Aroui, afin de garantir un bon accueil et des conditions de passage confortables et sûres pour les Marocains résidant à l'étranger. Parmi les voyageurs arrivés au port, plusieurs Marocains du monde ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions d'accueil et de transit. Ils ont particulièrement apprécié la rapidité des formalités administratives et douanières. Nous sommes venus de France et avons embarqué à Barcelone. Les formalités se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Tout était fluide. Nous sommes très heureux de retrouver notre pays pour les vacances. Nous avons été très bien accueillis dès notre arrivée. Nous sommes heureux de retrouver notre pays. L'air du Maroc nous a manqué et nous sommes ravis d'être ici avec nos proches. Chaque année, l'opération Marhaba constitue l'un des plus importants mouvements de transit en Méditerranée. Elle mobilise d'importants moyens humains et logistiques dans les ports, les aéroports et les postes frontaliers du royaume. Alors, on vient de suivre donc ce sujet par rapport à ces dispositifs pour le retour de ces millions de Marocains comme chaque été dans le royaume. Alors, Gek Beyet, en parlant de contribution économique, c'est ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la contribution économique des Marocains résidant à l'étranger? C'est une contribution énorme. Ce sont des milliers de Marocains qui, je pense que c'est la diaspora la plus costaud au niveau de l'Afrique en général. Donc, il y a une économie énorme que ces résidents apportent à leur pays d'origine. Parce que parmi eux, il y a des générations et des générations. Il y a des cadres qui sont en Europe, qui sont un peu partout. Mais c'est énormément de chiffres d'affaires parce que quand ils viennent, il y a la douane à payer, il y a des hôtels à prendre, il y a des achats à faire, il y a des souvenirs qu'ils doivent apporter chez eux, il y a des choses aussi qu'ils rapportent de l'Europe, qu'ils emmènent ici, et quand ils réparent chez eux aussi, dans leur pays résidentiel, et ils apportent aussi des choses. Donc, et l'économie est énorme, donc les banques travaillent, surtout c'est pendant les grandes vacances scolaires, c'est pendant les congés. Il y a un chiffre d'affaires énorme que je ne peux pas vous donner des chiffres concrets, mais je crois que... Ce chiffre-là, il tourne environ autour, disons, de 110 milliards de dirhams, autour de 110 milliards. Retenons que presque chaque mois, les Marocains résidents du monde font entrer dans le pays environ 10 milliards de dirhams. Nous imaginons 10 milliards. Ce qui fait du Maroc le troisième pays en termes qui reçoit le plus de sa communauté étrangère. Exactement. Donc c'est pour cela que si l'institution, sur Sa Majesté le roi a monté cette fondation, parce qu'il savait, et c'est comme je disais au départ, ça permet aux Marocains de s'attacher à leur pays, l'amour, les racines de leur pays. Et quand les témoignages que nous venons d'écouter, ils sont bien reçus, il n'y a pas de complications, et ça attire encore de plus en plus de personnes, des Marocains, peut-être qui hésitaient de revenir dans leur pays, de venir, parce que les conditions sont mises à leur disposition afin qu'ils rentrent chez eux. Donc, ils apportent réellement de l'économie, ils apportent réellement le changement dans cet environnement.
Donc, ce que je peux dire, je ne sais pas si monsieur Koné a quelque chose à ajouter. Mais bien sûr, avec M. Koné et Voilà. vous, on a tellement de choses à discuter. D'ailleurs, j'entre dans le vif du sujet concernant Mm. ce rôle de la diaspora avec M. Koné, justement. M. Koné, aujourd'hui, si on avait à parler des investissements de la diaspora africaine, ou plutôt de la contribution économique de la diaspora africaine, vous qui êtes membre de cette diaspora, comment vous pouvez vous en parler? Très bien. Ben, je vous remercie alors, M. Badim. Comme je le disais dans mon introduction précédente, alors je disais que les MRE aujourd'hui constituent franchement une matière d'attachement au pays. Et déjà, c'est une force de production. J'avais parlé déjà de l'épargne productive et j'avais signifié dans le même sens un peu que le président Guec que les MRE, déjà quand je parlais de l'épargne productive, cela signifiait que les MRE ont le pouvoir, sinon ils ont la volonté de transformer leur épargne au niveau des pays où ils sont, de leur pays d'accueil, en investissement, que ce soit en investissement immobilier, investissement immobilier ou industrie massive pour le pays qui est le Maroc. Donc aujourd'hui, parlons des capitaux qui entrent dans ce royaume qui est le Maroc. C'est d'énormes capitaux. Vous avez parlé de 110 milliards. Et tout à l'heure, le reportage nous a parlé de 675 MRE qui sont de retour au pays avec un système d'accueil qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, alors Mahaba est heureux de recevoir ses enfants de retour pour des vacances, même si ce n'est que 1 mois, ce n'est que 2 mois. Il faut reconnaître déjà quand le témoignage d'une maman marocaine qui dit aujourd'hui qu'on a été très bien accueillis, ce qui veut dire que les formalités ont été facilitées. Donc, cette force, cet impact économique aujourd'hui qui rentre dans son pays en lui-même, parce que les Marocains reviennent dans leur pays pour des vacances, pour voir la famille et pour discuter, pour prendre des bénédictions, ce qu'ils savent faire déjà, parce qu'ils sont plus famille, ils sont très intégrés avec beaucoup de respect. Donc, cela ne peut que constituer une force économique qui ne dit pas vraiment son nom. Les chiffres, vous les avez déjà, 110 milliards, c'est beaucoup. C'est de l'argent de poche qu'ils ont transformé en investissement dans leur propre pays, en fait. Donc, il faut saluer cela. Mais parlant du lobbying, il y a beaucoup de choses à développer, la solidarité économique, politique qui est très forte. Donc, je pense que c'est un excellent modèle pour l'Afrique. Le Maroc est vraiment un excellent modèle pour l'Afrique. Alors, justement, vous parlez du modèle marocain. Eh bien, on essaie aussi à travers le continent de faire émerger d'autres modèles, comme c'est le cas au Sénégal, où je vous propose d'aller, d'écouter cette correspondance de Régis Moukila qui nous parle là-bas aussi de la contribution économique des Sénégalais résidant à l'étranger. Ici, au Sénégal, une partie des solutions aux défis économiques du pays se trouve peut-être au-delà de nos frontières. Derrière chaque transfert envoyé par la diaspora se cache un potentiel de financement encore largement inexploité. Et selon une récente étude, l'épargne des Sénégalais vivant à l'étranger pourrait générer jusqu'à 1 218 milliards de francs CFA supplémentaires d'ici 2034. Une ressource importante dans un contexte où le pays cherche à financer ses infrastructures, soutenir son développement économique et créer davantage d'emplois. Pour les autorités publiques, cette épargne représente également une source de financement alternative en orientant une partie de ces fonds vers l'investissement productif ou des emprunts dédiés à la diaspora sénégalaise. L'État pourrait mobiliser davantage de ressources pour financer ses projets de développement. Au-delà des transferts d'argent, la diaspora sénégalaise pourrait également devenir l'un des principaux investisseurs du pays, une force économique qui pourrait contribuer à financer le Sénégal de demain. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. Merci à Régis Moukila. Alors, Guec Beyet, on a parlé de ces initiatives pour essayer de soutenir même les budgets de l'État, comme on le voit dans le cas du Sénégal. Justement, selon vous aujourd'hui, quel type d'initiatives peuvent permettre à la diaspora africaine résidant en Afrique, mais aussi en dehors du continent, de mieux s'affirmer et de rendre ces investissements beaucoup plus valorisés? Voilà, comme on disait que le Maroc, c'est un modèle exceptionnel que personne ne peut nier
depuis que je suis dans ce pays, je suis un lauréat au Maroc, on voit vraiment comment les choses changent. Mais avant que nous, les pays subsahariens, je pense qu'il faut aussi que l'État, le gouvernement, mettre les dispositions pour permettre à attirer sa diaspora à venir investir dans le pays d'origine. Donc là, je mets d'abord l'accent sur les autorités, les gouvernants, ceux qui sont ceux qui dirigent le pays. Je prends l'exemple dans mon pays, moi je suis d'origine du Congo-Brazzaville, mais si les dispositions ne sont pas mises en place, comment on peut attirer la diaspora congolaise de rentrer? Parce que nous pouvons impacter. Je viens de voir au Sénégal, on parle de plus de 1000 milliards de francs CFA où les Sénégalais de l'étranger apportent. Nous qui sommes au Maroc, mais nous pouvons aussi impacter. Parce que parmi la diaspora, il y a les entrepreneurs, il y a des personnes il y a des travailleurs. Nous avons des parents dans nos pays d'origine. Donc, si on met les mécanismes en place, nous pouvons impacter nos pays. Nous pouvons apporter des capitaux dans nos pays d'origine. Donc, moi, je parle d'abord, c'est de mettre des mécanismes qui vont encourager, comme le Maroc, le Royaume du Maroc a mis en place, et qui encourage sa diaspora, comme on a vu au Sénégal, qui encourage la diaspora sénégalaise à rentrer chez eux. Mais s'il n'y a pas des politiques, s'il n'y a pas des facilités, aujourd'hui, même quand on parle des compagnies aériennes, aujourd'hui, il y a même des vols qui sont suspendus dans certains pays où on ne peut pas voyager, où l'État ne met pas la disposition, ne met pas des mécanismes pour permettre à ces personnes. Mais je crois que nous pouvons impacter. Je crois que la diaspora subsaharienne au Maroc peut impacter dans le pays d'origine, peut impacter et peut investir. Mais simplement, c'est de mettre des mécanismes qui vont attirer chacun de nous, chaque compatriote à rentrer chez eux, comme le modèle marocain. Et je pense que ça sera une véritable levier de l'économie de nos pays d'origine. Alors, Baudelaire connaît que vous êtes entrepreneur et PDG d'une entreprise. Parlez-nous de réalité, des réalités d'un étranger qui entreprend, qui est dans le monde du business, notamment dans le cas du Maroc, par exemple. Très bien. Je vous remercie encore une fois de plus. Alors, moi, je veux commencer par, il faut dire que l'Afrique aujourd'hui, le continent africain en lui-même est scindé. Donc, on a l'Afrique du Nord, on a l'Afrique de l'Ouest, on a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Il faut dire aujourd'hui que la diaspora fait partie du 6e État. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un réservoir de capital, de financement et intellectuel africain. D'accord? Je m'explique. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur résident au Maroc et de nationalité ivoirienne, je ne vais pas me dégager effectivement de ce que le président vient de signifier. Évidemment, il y a certaines dispositions que chaque pays d'origine doit mettre en place pour pouvoir recevoir, pour accueillir sa diaspora et faciliter, être un facilitateur entre cette personne de la diaspora et évidemment son pays d'origine. Aujourd'hui, ce qui se passe, le Sénégal, c'est un excellent exemple. Je vais citer le Sénégal et même encore, je vais aller un peu plus loin, le Mali. Le Mali aussi, qui est en grande partie, effectivement, un très bon exemple parce que la diaspora malienne, aussi bien que la diaspora sénégalaise, investissent dans leur pays d'origine. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, la Côte d'Ivoire est en train de mettre ce moteur, cette application sans doute en jeu, je crois bien. Mais pour nous, entrepreneurs aujourd'hui, qui sommes basés au Maroc et qui vivons sur le sol chérifien, ce qui serait favorable pour nous, c'est déjà apporter, nous, la valeur ajoutée qu'on peut apporter à la population, sinon au pays d'accueil qui est le Maroc. Déjà, comment on s'affirme financièrement? Qu'est-ce qu'on crée au niveau du Maroc? Est-ce qu'on crée de la valeur qui peut effectivement aujourd'hui rentrer dans une économie marocaine? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à participer à cette vaste économie marocaine avant de dire évidemment qu'on essaie d'expatrier nos fonds vers nos différents pays?
Et aussi, quand on parle d'expatriation, de transfert de fonds, il faut dire aussi qu'entre nous, on sait franchement ce qui se passe avec certains pays. Alors, Gek Beyet connaît Baudelaire développer des points assez intéressants. Alors, comment aujourd'hui les ressortissants subsahariens qui sont au Maroc aujourd'hui peuvent renforcer leur impact économique? C'est d'abord vous savez déjà, Casablanca, on est nombreux à Casablanca. C'est la diaspora la plus costaud au niveau du Maroc, c'est à Casablanca. Il y a beaucoup nous sommes dans l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, il y a ceux qui sont des salariés, il y a ceux qui sont dans des coopératives, il y a ceux qui sont dans l'auto-entreprise. Donc, nous pouvons, avec les initiatives, c'est de créer des clubs. Nous avons mis en place au niveau de Casablanca, il y a un club il y a un club des entrepreneurs africains. Il faut que nous nous mettons en réseautage pour pouvoir combiner nos activités afin que nous puissions créer un réseau qui permettra de pouvoir fructifier ce que nous faisons. Donc, on a des capacités, on a des ingénieurs ici, on a des chefs d'entreprise ici. Donc, c'est de créer un réseau, de se mettre ensemble et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire afin que nous puissions être aussi une diaspora forte, une diaspora. On investit. Donc, nous qui sommes là, on recrute aussi des personnes, on crée de l'emploi aussi au niveau de la société. Donc, c'est de créer sous forme de réseautage et de partager des expériences et de trouver des solutions afin qu'on puisse développer un réseau économique plus fort et qui pourra aller plus loin. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Alors, je vous propose à présent d'aller ensemble dans un pays aussi qui compte énormément d'émigrés, c'est le Mali. Le Mali en Afrique de l'Ouest, bien évidemment, où la diaspora joue un rôle économique extrêmement important. Essayons d'en savoir davantage avec notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko. Sur les 22 millions de Maliens, près de 6 millions sont de la diaspora. Une diaspora qui compte beaucoup dans l'économie, car selon les chiffres, cette diaspora envoie chaque année près de 7 milliards de francs CFA au pays, ce qui, en tout cas, est estimé à 6 voire 7% du produit intérieur brut. Cette diaspora, quand elle envoie de l'argent, dans un premier temps, il s'agit d'envoi de fonds aux familles, ce qui, en tout cas aujourd'hui, constitue un filet pour lutter contre la pauvreté. Et deuxièmement, les envois de la diaspora, en tout cas, contribuent à créer des petites et moyennes entreprises, notamment dans le BTP, dans l'agriculture, et ces investissements contribuent aussi à créer de l'emploi et à lutter contre le chômage. Autre aspect de cet envoi, de cet argent qui contribue au pays, c'est que dans des zones de fort départ, comme la région de Caille, d'où je suis moi-même originaire, les services sociaux de base sont pour la plupart construits grâce à ces fonds envoyés par la diaspora malienne, écoles, dispensaires et d'autres structures comme les châteaux d'eau. Il faut aussi noter qu'à côté de cela, aujourd'hui, la diaspora pèse aux côtés des autorités pour financer de nombreuses initiatives concourant à faire en sorte que la balance économique au Mali soit équilibrée. Tout ça fait aujourd'hui la place de la diaspora est très connue et on organise très souvent des forats pour rencontrer cette diaspora et voir dans quelle mesure ce financement que cette diaspora apporte, comment est-ce qu'elle peut être davantage structurée pour contribuer davantage à l'essor économique du Mali. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Médien TV Afrique. Mohamed Danyoko, donc depuis Bamako. Alors, à Baudelaire connaît, on a entendu cet exemple-là. Tout à l'heure, nous irons au Gabon aussi pour voir comment se passe la situation sur place. Et on développait surtout de cette contribution de la diaspora à travers des politiques. Aujourd'hui, vous, quels conseils pouvez-vous donner à ces membres de la diaspora qui vous disent on veut investir au pays, mais on n'arrive pas à trouver des projets porteurs, on ne fait qu'entretenir la famille, on veut créer de la valeur. Qu'est-ce que vous leur dites?
Bien, vous savez, on a toujours des excuses, on a toujours des propos à justifier face à nos, surtout nos incompétences, parce que moi, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'idées. Les idées sont partout, sont autour de nous. Les idées sont dans les pays d'accueil où nous sommes. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le transfert de compétences? C'est copier un business model aujourd'hui économique et le retransférer dans son pays d'origine. C'est-à-dire de permettre aujourd'hui, on a des fast-trucks, aujourd'hui on a des restaurants, aujourd'hui on a des kebabs. Ben, si cela n'existe pas, ça je parle en termes de restauration, on a l'immobilier, on a beaucoup de choses autour de nous. Quand on immigre un pays, d'accord, et qu'on réside dans ce pays plus déjà d'une année, sinon plus de 18 mois, ça veut dire qu'on commence à s'intégrer à ce pays, ça veut dire que ce pays nous réussit, ça veut dire que tout ce qui se passe autour de nous, nous avons, c'est des exemples positifs qui n'existent pas chez nous. Donc, pourquoi ne pas prendre ces compétences, en plus de ce que nous avons, c'est-à-dire si on est venu pour des études, en plus de ce que nous avons, et les transférer vers nos pays d'origine. Aujourd'hui, le business model du Maroc sur les MRE, c'est quoi? Ils ne font que copier ce qu'ils voient à l'étranger, qu'ils essaient de déployer au niveau du Maroc, ce qui fait du Maroc une force d'investissement pour les MRE aujourd'hui, qui sont des ambassadeurs économiques qui représentent dignement le royaume à l'extérieur. Donc, quand ils retournent dans leur pays, effectivement, d'origine, ils sont bien accueillis, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'on justifie qu'on n'a pas d'idées. Les idées, il y en a partout. On ne va pas réinventer ce qui existe déjà, moi, je dirais. Donc, en termes économiques, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut investir dans son pays a la capacité d'investir et non dire j'entretiens. J'entretiens, c'est pour juste, il faut dire plutôt, est-ce qu'on a la bonne personne au pays qui peut s'occuper des activités que nous allons mener à bien dans nos pays d'origine? C'est la bonne question qu'il faut se poser et après, sinon les idées, c'est partout. Voilà. Donc, en tout C'est ce cas, que j'avais à répondre. c'est intéressant. Hein, ceux qui sont intéressés peut-être ont des pistes donc, de solutions. Alors, Gek Beyet, vous êtes très impliqué avec les ressortissants subsahariens au Maroc sur le plan social surtout. Alors, en termes d'entrepreneuriat, que ce soit ici ou vers le pays, sur la base de vos retours, de votre expérience, de vos interactions, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est comme mon cher ami Baudelaire vient de le dire. Hein. On est dans un pays, on doit inspirer. Les Chinois aujourd'hui ne cassent plus la tête. On peut faire du copier-coller si ça va dans le bon sens, au lieu de casser la tête. Donc nous sommes ici, nous devons nous inspirer de modèles marocains et d'apporter cette expertise dans nos pays d'origine. Nous sommes venus, nous avons appris à ceux qui sont à l'école, il y a ceux qui essaient d'apprendre des métiers. Là, vous allez un peu partout, vous verrez maintenant le Maroc, vous verrez des subsahariens qui sont dans le bâtiment, qui sont dans des banques. Donc, nous pouvons apporter cette expertise-là dans nos pays d'origine. On peut apporter. Ce que nous faisons avec l'association Banque de Solidarité, c'est de mettre sur place des ateliers d'intégration, des ateliers professionnels qui permettent à ces étrangers, à ces émigrés, de pouvoir s'appliquer, d'apprendre un métier et d'apporter cette expertise dans le pays d'origine. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire. Organiser l'atelier, des focus, des formations. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont fait des études ici, ceux qui sont des ingénieurs, c'est pas simplement de rester sur place, mais c'est d'apporter cette expertise, d'apporter ce savoir, de transmettre ce savoir dans nos pays d'origine. Donc, nous encourageons, nous-mêmes des chefs d'entreprise, nous-mêmes des associations, nous le faisons. Nous avons le cas du Gabon que vous venez de dire. Nous étions au Gabon, il y a des médecins subsahariens qui ont fait des études ici, que nous les avons menés au niveau du Gabon pour apporter cette expérience au niveau médical, des opérations, des consultations médicales. Donc chacun peut apporter ce qu'il a appris dans son pays d'origine. Le Maroc forme, le Maroc nous apprenons, mais au lieu de le garder, nous pouvons l'emmener dans nos pays d'origine. Ce que nous ne cessons pas à faire et nous qui continuerons à le faire toujours.
Alors, Koné Baudelaire, avant d'aller au Gabon, en termes de formation, mais aussi d'entraide au sein de cette communauté-là, pour gagner en expérience, pour des transferts de compétences, qu'est-ce qu'il en est? Mais il faut dire aujourd'hui que pour les transferts de compétences, c'est dans plusieurs domaines. D'accord? Il y a le transfert de savoir, le transfert d'études, le transfert de formation et de mise à niveau. Il y a aussi effectivement le transfert dans des méthodes de travail, de réseaux internationaux, ainsi de suite. On imagine par exemple un ingénieur agronome qui revient peut-être du Maroc et qui part vers la Côte d'Ivoire. Je prends mon exemple. Après avoir travaillé plusieurs années au Maroc, qu'est-ce qu'il apporte en technique peut-être d'irrigation innovante et autres? Parce que ça se fait au niveau du Maroc. Ça se fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut dire que la formation est une grosse base. Mais aujourd'hui, en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, la problématique, c'est que les gens refusent de se former. Les gens refusent d'avoir des mises à niveau ou des mises à niveau en compétences. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop coûteux pour eux. Donc, pour eux, la formation, pour eux, c'est une perte de temps. Mais quand tu refuses de te former, quand tu refuses d'acquérir effectivement l'expertise ou l'expérience pour pouvoir développer la machine que tu veux t'imposer à toi-même, soit dans le pays d'accueil où tu es, ou transférer ces compétences vers ton pays, dans ce cas, il y a un bug qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la formation est de base. Tout le monde est censé être formé dans un domaine spécifique ou dans plusieurs domaines pour ceux qui sont les plus intelligents. Voilà. Parce que le transfert se fait sur plusieurs. Aujourd'hui, on a l'alimentaire, on a l'agrobusiness, on a l'investissement immobilier. Tout ça, c'est des transferts de compétences. Tout ça, c'est des transferts en matière de formation. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos pays déjà d'accueil vers nos destinations, c'est-à-dire vers nos pays d'origine, parce que ces pays d'accueil nous montrent, parce que si on dit pays d'accueil, que moi je suis encore au Maroc, c'est parce que le Maroc est bénéfique pour mon intelligence, pour mon intellect, que ce transfert, moi je pourrais effectivement proposer ce transfert vis-à-vis de mon pays ou bien de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse avoir ce business model. Parce qu'au Maroc, le Maroc copie l'Europe, mais nous, on copie le Maroc vers nos destinations. Vous avez parlé des Sénégalais, ce qui est très bien. Il y a une forte communauté sénégalaise au niveau du Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Mais les Sénégalais ne font que copier. Aujourd'hui, ils ont mis des systèmes en place qui leur permettent de faciliter effectivement des investissements dans leur pays. D'autres copient le business model, d'autres envoient de l'ingéniosité sur le problème des personnes sur place et comment solutionner ces problèmes. Pareil pour le Malien. Le Gabonais, je ne l'ai pas encore vu, mais la seule chose que je retiens du Gabonais, c'est le président qui a fait un retour volontaire de ses dettes, des personnes diplômées qui voudraient rentrer pour développer le pays. Tout ça, c'est salutaire. Donc, pour moi, déjà, un transfert de compétences, c'est partout. C'est dans tous les domaines. Justement, vous parliez du Gabon. Je vous avais promis d'y aller et tous mes invités en parlaient. Allons justement retrouver notre correspondante sur place, Daniela Ehemé, pour nous faire une évolution de la diaspora gabonaise à travers le temps. Ici à Libreville, elle a été longtemps perçue comme distante des réalités nationales. La diaspora gabonaise s'affirme aujourd'hui comme un acteur clé du développement de la transformation du pays. Cette évolution marque une rupture remarquable avec une époque où son rôle se limitait à des transferts de fonds et à une participation politique marginale. La diaspora gabonaise représente environ 10% de la population totale du pays, soit près de 230 000 personnes réparties dans plusieurs pays du monde. Cette communauté joue un rôle économique croissant à travers les transferts de fonds qui atteignent approximativement 150 milliards de francs CFA annuellement selon la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Comparée à d'autres diasporas africaines comme celle de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb, la diaspora gabonaise a souvent été critiquée pour sa faible implication dans l'économie nationale. Cette situation s'explique en partie par une prédominance d'étudiants parmi les expatriés gabonais, contrairement à d'autres diasporas composées majoritairement d'entrepreneurs et de commerçants prospères.
Face à ces critiques, des initiatives concrètes émergent dans plusieurs domaines, à savoir dans le secteur du transport, via la société de réalisation de projets des Gabonais établie à l'étranger et celui des finances. Cette entreprise, fruit de 15 mois de réflexion, symbolise une volonté de la diaspora de contribuer activement à l'économie nationale. Malgré ces avancées, des défis subsistent toujours. La reconnaissance officielle de la diaspora, sa représentativité dans les instances décisionnelles et la mise en place des mécanismes facilitant son investissement au Gabon restent des enjeux majeurs. En effet, des efforts sont nécessaires pour structurer cette diaspora et maximiser son impact sur le développement national. Ici, à Libreville, pour le compte de Medi 1 TV, Daniela Eyem. Daniela Eyem, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, Gekbet, que vous inspire cet exemple gabonais à travers cette évolution de, disons, de la contribution ou même comment je vais le dire, de l'identité ou même de la nature des expatriés. Gekbet. Les autorités gabonaises, déjà c'est sa félicité, c'est bravo. Parce que l'Afrique centrale, on est en arrière par rapport à l'Afrique de l'Est. À travers ce documentaire, je vois que le gouvernement est en train d'encourager sa diaspora à rentrer. Ils ont mis des mécanismes pour permettre, ils sont pas nombreux des Gabonais, je pense qu'ils sont au moins de 3 millions d'habitants. Mais déjà l'initiative est déjà louable de pouvoir, ce que je disais au départ, que simplement les gouvernants, les autorités, ceux qui sont à la tête des institutions, qui doivent créer des mécanismes qui permettra à ceux qui sont à l'étranger de pouvoir les attirer, de pouvoir entrer et de venir investir. Donc, je félicite le gouvernement gabonais qui a mis ce mécanisme pour encourager cette diaspora qui est la majorité des étudiants, mais après les études à l'étranger, il y a beaucoup de Gabonais qui sont aussi au Maroc, qui sont en France, qui sont partout, et que ça leur permet d'avoir une plateforme, de rentrer chez eux. Parce que quand on rentre, les gens pensent que quand on rentre forcément, c'est pour installer. Mais nous pouvons rentrer pour aller créer des emplois. Nous pouvons aller, comme Baudelaire a dit, nous pouvons nous inspirer de ce qui se passe, nous qui sommes au Maroc, parce que nous parlons du Maroc, aller créer des fast-food. On nous a parlé d'une société de transport des taxis. Donc, ça félicité. Ça félicité donc que la communauté gabonaise, qui s'inspire aussi de la République du Congo, qui s'inspire aussi de la RDC qui a plus de 100 millions d'habitants. Il y a des choses que la diaspora peut faire. Il y a les choses que la diaspora peut faire. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, où il y a plus de 100 millions d'habitants. Moi, je suis allé en Corée du Sud, j'ai vu les Congolais de la RDC. Ils sont partout. Mais si l'État met les moyens qu'il faut, mais ça va transformer le pays. Ça va créer des emplois. Mm-hmm. Ça va créer des colonies. Et j'aimerais aussi soulever aussi, vous qui êtes, toi qui es le journaliste, soulever le point de transfert d'argent. Je prie que les autorités marocaines nous entendent, parce que nous avons du mal. Quand nous envoie de l'argent, on envoie dans le black, on n'envoie pas ça, parce que c'est tellement compliqué aussi d'envoyer, je ne fais pas de la publicité, des campagnes de transfert d'argent. Mais nous devons passer parfois dans des voies qui ne sont pas normales pour pouvoir transférer de l'argent dans nos pays. Donc, je prie que les autorités, avant, on pouvait envoyer de l'argent légalement dans des campagnes de transfert d'argent, mais depuis la fin du Covid, on nous a bloqués. Il y avait un taux comme de nos étrangers, mais je pense qu'après 2022, 2023, on avait arrêté, nous les étrangers, on a des difficultés d'envoyer l'argent auprès de nos parents, auprès de nos proches. Donc, si les autorités marocaines peuvent voir aussi ce problème, parce que quand on passe par des voies illégaux, parfois, ce n'est pas du tout normal. Donc, l'inspiration, je ferme cette parenthèse, l'inspiration du Gabon, que le gouvernement gabonais a mis en place, c'est magnifique, c'est bon, et ça permet que d'autres gouvernements puissent suivre le pas, entamer le pas, comme
les structures comme l'État gabonais a mis en place. Je peux En tout dire cas, par rapport à cela. En tout cas, vous avez évoqué ces problématiques liées au transfert d'argent. Peut-être même on élargira pour parler même de la possibilité, avec les cartes étrangères, de faire des achats à l'étranger, entre autres. Une question que je repose à Baudelaire assez rapidement pour voir quelles sont les autres attentes par rapport aux facilités en tant qu'entrepreneur ici au Maroc. Bref, les attentes en tant qu'entrepreneur au Maroc, déjà, c'est une très belle question. Alors, il faut déjà nous faciliter, surtout nous étrangers, faciliter effectivement les transferts des fonds, comme l'a dit tout à l'heure mon cher frère Guec. Alors, il faut faciliter, il faut une certaine facilitation dans ce domaine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, je pense que cela se fait dans un seul sens, et ce qui n'est pas effectivement très avantageux pour nous entrepreneurs. Aujourd'hui, pour sortir des fonds, il faut justifier. Il faut aller là, il faut venir là, il faut faire beaucoup de tracasseries. Ce qui décourage en fait certaines dispositions ou bien certaines façons de travailler. Moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, ils peuvent mettre plusieurs mécanismes de vérification en place, comme ils l'avaient fait une certaine année, mais essayer effectivement vis-à-vis des entrepreneurs et vis-à-vis Parce que quand on dit entrepreneur, il y a des personnes qui ont des statuts entrepreneurs qui sont légalement reconnus par le royaume, et il y a des personnes qui sont entrepreneurs, mais effectivement qui n'ont pas de statut. Quand je dis de statut, c'est des statuts juridiques qui sont apparemment chez eux et qui sont dans l'informel, que j'appellerais informel. Mais malheureusement, c'est ce côté informel qui brasse le plus d'argent. D'accord? C'est ce côté informel aujourd'hui qui a beaucoup d'argent, même, et voilà, qui essaie de transférer le peu qu'ils ont vers leur pays, mais sans modèle de business pour pouvoir créer de la valeur dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de modèle à suivre. Parce que, comme vous l'avez dit précédemment dans vos questions, alors comment ça se fait qu'on envoie de l'argent et on se dit on ne s'occupe que de la famille, on ne peut pas réaliser? Mais c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le Maroc devrait, en termes de coopération sud-sud, intégrer ce système dans leur diplomatie financière afin de nous permettre, nous, migrants, nous expatriés dans leur pays, nous, effectivement, qui faisons partie de leur économie, parce que même la personne qui ne travaille pas fait partie de l'économie marocaine, il paye l'électricité, il paye sa maison, il paye ses taxes d'une façon ou d'une autre. Donc, nous sommes tous acteurs de cette économie marocaine. Donc, je crois qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, si eux, ils arrivent à développer leur pays, c'est parce que d'un point X à un point Y, effectivement, on leur permet de transférer ces fonds. Voilà pourquoi le Maroc se développe aussi à vitesse grand V. Mais nous, si on n'arrive pas à le faire, c'est sûr que nos parents nous en voudront et ils diront qu'on refuse. Comme le dit déjà bon nombre de parents, vous refusez de nous envoyer, mais ils ne savent pas ce qu'on vit. Ils ne savent pas que c'est interdit de transférer des fonds. Ils te disent, mais les autres font comment? Mais les autres font comment? Nous, on n'est pas là pour les autres. Moi, je suis là pour moi et je ne veux pas avoir de problème avec les autorités marocaines. Donc, soit je passe par la voie légale ou je m'abstiens. Voilà ce qui se passe. En tout cas, c'est un point important, certainement, on y reviendra. On y reviendra avec une émission spéciale par rapport à cette question. Alors, peut-être c'est l'une des dernières questions, il nous reste moins de 10 minutes. À Guec Beyet, vous avez organisé la 5e édition. Donc de la rencontre des médecins de la diaspora au Maroc. Parlez-nous-en, Guec Beyet. Voilà, la 5e édition de rencontre de médecins de la diaspora a eu lieu. On a tenu ça. Ça s'est très bien passé. C'est l'initiative de l'association Bande de Solidarité. Comme vous le savez, ce n'est pas pour la première fois que je passe dans votre chaîne pour parler de ce que nous faisons. La Bande de Solidarité a mis cette idée en place. Comme notre ADN, c'est d'abord l'accès à la santé, permettre à cette diaspora-là de pouvoir se soigner dignement. Donc c'est grâce à ces médecins aussi de la diaspora qui font de la formation ici, qui sont en spécialité, avec leur homologue marocaine, que nous travaillons étroitement. Donc la particularité de la 5e édition, ça a permis aussi d'encourager. Nous avons on a rendu hommage aux médecins qui nous accompagnent. On a rendu hommage aussi aux partenaires
qui nous soutient depuis des années, surtout l'année 2025. Vous savez que nous avons eu enterré 51 corps des indigents, des corps qui étaient abandonnés. Donc la particularité de cette année, de la 5e édition, c'était de rendre hommage à nos partenaires médecins, à nos partenaires financiers. Et puis, il y a eu des échanges entre des médecins de la diaspora. C'était un carrefour parce que parfois ils ne se connaissent pas. Et ça a permis aussi à la société civile, des associations communautaires de s'échanger pour permettre aussi à nos diplomates de s'emparer de la situation de santé. Et pendant cette rencontre, nous avons évoqué encore, il y a des corps encore des indigents, il y a une trentaine de corps encore en ce moment, auprès que je lance encore, j'en profite, que nous avons lancé l'appel pendant cette rencontre, que des autorités ou leurs compatriotes, ou les cadavres, les corps de leurs compatriotes qui se retrouvent à la mort, de pouvoir faire des efforts pour qu'on ne puisse pas tomber sur la même situation que nous avons vécue 5 ans passés et que nous prenions des choses en main pour pouvoir enterrer ces corps-là ou rentrer en contact avec la famille. Et nous avons aussi annoncé la 8e édition de la caravane médicale qui aura lieu au mois de novembre dans la préfecture de N'Chok, dans la commune de Sidi Marouf. Voilà un peu ce que nous avons eu à faire pendant la 5e édition de ces rencontres de médecins. Il y a eu des panélistes, on a eu une table ronde, il y a eu des questions, et puis il y a un communiqué qui était mis en place, qu'on enverrait auprès des autorités et puis auprès de nos diplomates. Et que nous avons tenu à saluer aussi ces diplomates qui ont fait ce déplacement, ces médecins qui ont fait des déplacements dans cette 5e édition. En tout cas, je rappelle que cette 5e édition s'est tenue le vendredi, donc 26 juin, durant ce week-end. Alors, une question à Baudelaire Koné. Je pense qu'on a fait pratiquement le tour de cette question. Aujourd'hui, si vous avez des recommandations à émettre en faveur de cette diaspora africaine en Afrique et en dehors de l'Afrique, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est déjà, il faut se former, il faut faire des transferts de compétences, il faut ramener vers son pays d'origine le savoir qu'on a dû avoir à l'extérieur. Cela permettra effectivement un bon développement pour nos pays d'origine et cela permettra effectivement d'accompagner nos jeunes frères là-bas qui sont en quête, qui n'ont pas pu sortir comme nous, qui sont en quête d'emploi ou bien qui sont en quête aussi de connaissances. Donc aujourd'hui, il est bien de venir acquérir le savoir, apprendre des compétences et à retransférer ces compétences, à donner ces compétences dans nos pays d'origine. Moi, c'est ce que je lance comme appel. Il est bien de retourner au pays. Il n'est pas bien de rester, de se focaliser ou d'envoyer que des investissements et rester en dehors du pays. Il est bien aussi de venir et de participer à l'économie, de créer de la valeur qui crée effectivement la richesse de chaque pays. Voilà, moi, c'est ce que je voulais apporter. Et pour Gek Beyet, peut-être le mot de la fin? Je vais aussi dans le même sens que mon cher ami Baudelaire, parce que quand on est à l'étranger, c'est pour apprendre. Et quand on apprend, on reste pas sur place. On a nos pays. Donc, au Maroc, c'est un modèle. C'est un modèle et que nous pouvons, que nous devons inspirer. Donc, c'est un modèle. Nous pouvons, la diaspora sous-saharienne au Maroc, ils ont ce qu'il faut pour exporter dans leur pays d'origine. Le Sénégal, magnifique, l'exemple. Le Mali, magnifique. Le Gabon, qui est dans la sous-région, l'Afrique centrale, c'est magnifique. On a des compétences. Rentrons chez nous, à les donner. Parmi nous, on peut avoir des professeurs d'université, des ingénieurs, des médecins. On peut organiser des colloques. On peut faire des échanges des compétences. Ce sont nos pays. Nous ne pouvons pas abandonner nos pays. Parfois, dans certains pays, il y a l'instabilité, mais nous pouvons y aller. Nous pouvons le faire dans tous les plans. Sur les plans sportifs, culturels, sur le plan économique, on peut apporter. Donc, j'encourage la diaspora subsaharienne au Maroc de rentrer chez eux, d'apporter ce qu'il peut apporter pour soutenir
aller construire. Pour terminer, cette année, nous serons au Congo-Brazzaville. Ce que je fais au Maroc, je dois le faire dans mon pays. Voilà, j'ai appris. Le Maroc m'a donné, j'ai appris au Maroc. Il faut que j'aille aussi donner à mes frères. On ne sait pas, on vit qu'une seule fois. On ne sait pas quand est-ce que la mort viendra. Donc il faut y aller. Donc j'encourage vraiment la diaspora de pouvoir aller. Donc dans le jour à venir avec M. Baudelaire, nous sommes en train de voir peut-être à la fin de cette année, c'est de créer peut-être un truc de lauréat avec, pour encourager la diaspora à rentrer chez eux. Le prix de compétences, le prix de le meilleur entrepreneur. Nous sommes en train de mettre ça en place. Avant la fin de cette année, on vous enverrait le projet. Et pour encourager la diaspora à rentrer chez eux, ceux qui sont de Burkina Faso, ceux qui sont de Kinshasa, surtout l'Afrique centrale, à pouvoir que nous rentrons chez nous, que nous apportons ces compétences pour transformer nos pays au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé. Voilà un peu ce que je peux dire, un mot de la fin. Je tiens à te remercier infiniment et puis merci pour Medi 1 de cette invitation et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, ce n'est que la première. Hein. Et après la première, il y aura d'autres et bien évidemment en fonction des thématiques que nous développons au service donc, de cette Afrique qui bouge. Merci à vous deux, Gek Beyet. Je rappelle que vous êtes acteur associatif et vous dirigez en même temps. Vous êtes le DG du cabinet Axis Coach. Merci également à Baudelaire Koné, qui est le PDG de Bereshit Group. Vous nous parliez tous les deux depuis Casablanca. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medianews.com ou sur mediantv.com ainsi que sur nos pages sur les réseaux sociaux. Bonne suite de programme sur Median TV. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.